y a un nouveau mode de fonctionnement des airdrops qu'on est en train de voir venir de plein fouet, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus adopté. Alors non, on va pas parler des fameux modèles à points, ça on en a déjà discuté, mais on va parler des airdrops avec des NFT puzzle. Je remercie Rari pour le nom parce que c'est un petit peu lui qui a donné l'idée de la vidéo. Déjà, c'est quoi ces choses-là et pourquoi on les voit venir? Alors on va commencer par le début, en tout cas ce que je pourrais qualifier de début, tout simplement parce que je sais pas vraiment quel est le premier projet qui s'est décidé à faire ça. Et au passage, si tu t'intéresses aux airdrops, sache que j'ai une newsletter qui fait le récap de l'actualité airdrop une fois par semaine. Tu peux directement la retrouver dans le premier lien en description. Le premier projet dont je me souviens qui a fait ça, c'est celui de ZK Bridge, autrement dit Polyhedra. Pour celui-là, il fallait faire différents bridges pour obtenir des pandas. Donc il y avait tout plein de pandas différents que tu pouvais obtenir. Pour les choper, il fallait les faire bridger à partir d'une certaine blockchain et les faire arriver sur une autre blockchain assez particulière. Et l'objectif, c'était tout simplement de les collectionner et d'en obtenir le plus de différents possible. Il me semble qu'on pouvait en choper jusqu'à 20 ou 30 différents, et en fonction du nombre de pandas différents que tu avais, tu étais éligible à un Pandraking. Le Pandraking qui du coup était la fusion de tous ces petits NFT que tu avais à droite à gauche. Et aujourd'hui, si tu te poses la question, un Pandraking c'est 0,7 BNB, ce qui fait environ 220 $. Pour rappel, au moment où on avait fait toutes les transactions, il me semble qu'on avait payé dans les 30 $ maximum. Donc ouais, la plus-value juste sur le NFT là, elle est quand même plutôt sympathique. En tout cas pour ceux qui n'ont pas vendu dès le départ, parce que ça fait pas si longtemps que ça que le prix est aussi élevé. Ça, cet exemple là avec Polyhedra, c'est quelque chose qu'on pourrait typiquement appeler un NFT puzzle. Alors je vais essayer de faire une petite généralisation avant de te montrer les autres. C'est tout simplement la possibilité de combiner différents NFT que tu vas choper grâce à des quêtes pour pouvoir créer un NFT avec un tiers supérieur. Et suite à ça, sachant que ce NFT là, il est plus dur à obtenir que les autres, il y a de la spéculation sur le fait que ce NFT là pourrait être utilisé pour un airdrop. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Il y a juste de temps en temps des variantes en fonction des projets parce qu'ils font pas tous exactement la même chose en permanence. Par exemple, pour Polyhedra, ils ont toujours pas lancé de token. Donc effectivement, la question de la spéculation se pose. Et un petit peu plus récemment, on a vu ça avec Monta qui proposait deux campagnes différentes. Il y avait la campagne New Paradigm pour les gens qui ont bridgé de l'Ether, et il y avait également la campagne chasse au trésor pour les personnes qui avaient utilisé déjà la blockchain avant. Sur chacune de ces campagnes-là, tu avais des lootbox, et dans ces lootbox-là, tu avais effectivement différents items que tu pouvais choper qui étaient sous la forme de NFT. Ces NFT-là, individuellement, ils valaient une certaine quantité de Manta, et si les NFT étaient combinés, ça donnait un NFT qu'ils appelaient modulaire, et qui du coup donnait encore un petit peu plus de jetons. Pareil, pour moi, c'est quelque chose qui rentre exactement dans la même catégorie que les quêtes avec Polyhedra. On est donc sur des NFT puzzle. Et le dernier exemple en date que j'ai, c'est ChromaQuest, et là on est sur une campagne de 9 semaines, à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait avec Linea, et en fait il y a plein de quêtes qui te permettent de choper des NFT. Au total, il y avait 9 NFT différents à choper, et si tu possèdes les 9 NFT, tu peux tout simplement venir les combiner pour obtenir un ChromaQuest Master NFT. Du coup, on est encore une fois ici à peu près dans le même modèle, là où on a vraiment des quêtes pour choper des NFT, et ces NFT là qu'on peut venir combiner dans un NFT qui, disons-le, viendra tous les gouverner. Voilà pour ceux qui ont la rêve. Des campagnes comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui sortent, et je pense à l'heure actuelle que c'est pas loin d'être les campagnes les plus intéressantes. Parce qu'à l'inverse de la tendance actuelle qui est aux airdrops avec des points, je sais pas, par exemple le margin fee juste ici, là où il y a absolument aucun suspense que le projet va faire un airdrop et que ce sera proportionnel au nombre de points que tu auras accumulé, et donc que ça joue 100% sur la somme que tu as envie de poser sur le projet ou pas, ce qui est absolument exactement pareil juste ici sur Camino, et sur plein d'autres projets qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Le premier truc, c'est qu'on est enfin sur un truc qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir ces dernières semaines. Parce que je vais te le dire, les modèles à points, je commence à saturer. On a compris, tous les projets veulent lancer un modèle à points, mais au bout d'un moment, on en a tout simplement marre et les gens vont arrêter de jouer le jeu. Si tous les projets commencent à avoir un modèle à points, et pour te différencier, avoir un modèle à points, ça ne suffit plus. Tout simplement parce que ça devient la norme. Alors là, avoir un petit peu d'autres choses à voir et à jouer, je trouve ça très intéressant. Ensuite, il faut également savoir que sur ce modèle-là, ce qui est relativement intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre l'airdrop pour pouvoir revendre ce que tu as farmé. Si tu veux un exemple, on peut regarder le ChromaQuest Master juste ici, qui du coup est le NFT qui correspond à l'assemblage des 9 petits NFT que tu peux avoir sur ChromaQuest. Je dirais que pour le choper, j'ai dû dépenser environ 40 $ en frais, et aujourd'hui, alors que la campagne n'est même pas encore terminée, il se revend pour environ 93 $ en moyenne. Il y a donc même un potentiel arbitrage à faire. Alors évidemment, le fait que ce soit un petit peu plus cher que le prix de juste faire la quête, ça inclut évidemment la spéculation, plus la difficulté à obtenir le NFT aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la possibilité de combiner les NFT pour l'obtenir, mais on peut plus en minter de nouveau. Mais par contre, le NFT tradait même à un prix supérieur, ici environ 128 $ en moyenne, et ça avant même que la campagne se termine. Et je pense que ça montre en partie l'intérêt qu'on a à l'heure actuelle pour ce type de NFT là. Et cet engouement-là pour les différents NFT qui sont rattachés à des projets qui pourraient faire des airdrops, il ne vient pas de nulle part et il est même très récent. On peut le retrouver juste ici dans la catégorie NFT Holders de l'airdrop Outlayer. Là, on peut voir qu'il y a une partie significative de l'airdrop qui est attribuée, et cette quantité-là, elle est distribuée respectivement à 389 holders et 1768 holders, qui du coup possèdent des NFT qui sont reliés au projet, ici Outlayer. Et cet événement-là, il a eu pour conséquence de repricer la majorité des NFT qui sont attachés à potentiellement des airdrops. Je pense ici par exemple au NFT qu'on avait reçu pour le voyage de Linea, du coup l'Alpha Edition, qui à l'heure actuelle s'échange pour environ 500 $. Et
ça, alors malheureusement, j'ai pas les plus belles courbes pour montrer la différence. Mais si on regarde le NFT Linea, on peut voir effectivement qu'il a quasiment pris un x2 à ce moment-là. Et on observe également le même phénomène sur les autres NFT avec un petit délai. Et si on regarde la même courbe au niveau des Pandora King, et on observe quasiment la même chose. Le 25, on a eu une augmentation du cours. Il est du coup passé d'environ 0,4 BNB à un pic qui était aux alentours de 0,7-0,8. Avant du coup de se stabiliser vers 0,7. Et on observe exactement la même chose sur le NFT des Orbs de Zora. Il suffit du coup de regarder ici et de mettre la bonne échelle. À partir du 28 janvier, on a un x2 qui s'applique. Et même peut-être un petit peu plus parce qu'ils sont passés à quasiment 0,04 Ether. Comme dit tout à l'heure, cette narrative-là pour les NFT qui sont potentiellement reliés à des airdrops, eh bien je pense qu'elle a vraiment été poussée par Altlayer. Maintenant, il faut quand même garder en tête la question des proportions, parce qu'ici, si on regarde, on parle bien de 389 et de 1768 holders, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec les 36 000 holders de Zorbs, ou encore les 64 000 holders de Pandora King. On est donc encore une fois sur une narrative qui a ses avantages et ses inconvénients. Là où dans certains cas, ça peut effectivement être intéressant de recevoir des NFT qui représentent potentiellement une part dans un airdrop, eh bien ça rajoute de la spéculation supplémentaire. Parce que sur ce modèle de fonctionnement là, effectivement, tu peux recevoir quelque chose avant même de recevoir un airdrop, ce qui du coup est quand même relativement cool. Je veux dire, absolument personne ne va se plaindre d'avoir fait les quêtes sur le testnet de Linea et d'avoir reçu 500 $ en échange. En tout cas, un NFT qui a cette valeur, et absolument pareil pour les Pandora King. Et là, on en revient donc à la question, est-ce que le NFT a plus de valeur que le potentiel drop dans le futur? On peut même arriver dans certains cas où les utilisateurs vont venir volontairement acheter des NFT pour espérer recevoir un airdrop plus important. Je pense notamment à Pandora King, là où plusieurs utilisateurs sur le Discord se sont amusés à DAG et ont repéré que pas mal de baleines avaient acheté de grosses sommes de Pandora King. Et ça exactement pareil sur certains NFT de chez Linea. Là encore une fois, la question se pose, est-ce que c'est plus intéressant de venir vendre son NFT avant l'airdrop, ou alors de gentiment patienter avec son NFT dans son wallet? Et ça, ce sont des questions qui ne se posent pas quand on a des modèles à points ou absolument aucun modèle, tout simplement car dans ce cas de figure-là, ta participation au projet est immatérielle et du coup on ne peut rien en faire. Pour reprendre l'exemple de Manta, je sais également que sur le Discord, il y a pas mal de personnes qui sont amusées à calculer et à estimer du coup combien de jetons allaient être distribués à chaque NFT, et donc qui ont fait de l'achat-revente en fonction de ça. Évidemment, c'est pas une science exacte et je sais que certaines personnes ont réussi à faire pas mal d'argent grâce à ça, mais pour ces quelques personnes-là qui ont réussi, eh bien il y en a également d'autres qui ont perdu sur ce move. Notamment car les NFT sur Manta étaient largement surévalués par rapport à la quantité en Manta qu'ils allaient recevoir. Alors évidemment, la réponse là, le play optimal, eh bien on l'a quand c'est trop tard. Quand la snapshot est prise, quand les jetons sont airdroppés et quand on a la valeur de ces jetons. En tout cas, ça rajoute une complexité supplémentaire et surtout ça permet de faire vivre les différentes plateformes NFT sur les blockchains sur lesquelles ces projets vont lancer. Je pense notamment à Element qui a déjà été utilisé plusieurs fois dans cette optique-là. De mon côté, je pense que pour les projets, c'est vraiment pas un move déconnant de transitionner vers ce mode-là, tout simplement car ça donne aux utilisateurs le choix plus tôt et plus vite. De si effectivement ils veulent garder potentiellement leur part de l'airdrop, ou alors de s'ils sont uniquement là pour farmer et ils s'en fichent complètement de l'airdrop, ils veulent juste revoir leur argent le plus vite possible. À savoir qu'effectivement, pour la majorité de ces projets-là, il n'y a absolument aucune garantie que X projet va faire tel airdrop pour telle personne qui possède tel NFT. Sauf dans l'exemple de Manta, par exemple, là où c'était clair depuis le départ. Là où on savait que chaque NFT représentait une certaine quantité de jetons Manta. Et donc la question à shifter, c'était plutôt de savoir les proportions ainsi que le prix du Manta au lancement. Alors voilà, c'est ça les NFT puzzles qu'on voit fleurir de plus en plus en ce moment. Pour conclure, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très similaire au niveau ressenti de ce qu'on a sur les modèles à points. C'est-à-dire qu'au tout début, effectivement, c'était sympa quand il y en avait 2 ou 3, mais que le problème de saturation arrive quand tous les projets font exactement la même chose. Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal et je sais pas si ce modèle-là va être adopté par des dizaines et des dizaines de projets, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus adopté. Et autant en l'état, je le trouve relativement sympathique, autant si tous les projets s'amusent à faire des puzzles avec des dizaines de NFT à chaque fois sur je sais pas combien de blockchains différentes, et bien d'un coup, mon ressenti sera absolument plus le même et je pense qu'on sera de nouveau dans la saturation, exactement comme avec les modèles à points à l'heure actuelle. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!